Et on poursuit maintenant avec Dr Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est médecin et auteur et qui est avec nous aujourd'hui pour parler de son premier livre, Santé planétaire, prescription médicale pour un environnement sain, récemment paru aux éditions Éco-Société. Bonjour Claudel. Bonjour. Donc, Claudel, tu es présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, l'ACME. Tu es également responsable de santé planétaire pour le département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en plus d'être médecin de famille et maman. Beaucoup de chapeaux à porter. Et là, depuis la sortie de ton livre en librairie le 2 avril dernier, il reçoit déjà une multitude d'éloges. Tu as eu plusieurs reconnaissances autour de cette publication-là depuis sa sortie. Est-ce que tu t'attendais à une si belle couverture médiatique, une telle reconnaissance? Bon, on espère toujours, parce qu'on espère faire œuvre utile. Puis c'était l'objectif avec le livre de générer une conversation, d'alimenter un petit peu ce questionnement-là qu'on a sur pourquoi on n'agit pas à la hauteur de ce qu'on devrait face à cette crise écologique-là qu'on est en train d'affronter. Puis ça a donné en fait aussi que la journée de lancement qui était prévue de longue date a été la journée où les tarifs de nos collègues américains sont rentrés en vigueur. C'est qu'on s'est demandé un petit peu si ça aurait la résonance, mais je pense que dans un contexte qui est d'autant plus rempli d'incertitudes, on a besoin d'avoir des conversations qui sont franches, qui tirent des éléments de la réalité, puis c'est ce que ce livre-là souhaite faire. Définitivement. T'écris d'ailleurs qu'un des sentiments que tu as appris à détester le plus en tant que médecin, c'est de savoir que tu ne pouvais pas offrir au patient devant toi ce qui ferait réellement une différence pour lui, soit un environnement sain. Est-ce que c'est ça qui a ouvert la voie pour toi vers une approche en santé planétaire dans ta pratique en tant que médecin? Ben, ça fait une dizaine d'années, en fait, que je m'intéresse à ces questions-là. Moi, je l'explique dans le début du livre, mais je suis tombée sur un rapport quand je commençais tout juste la médecine, d'un rapport publié en 2009. J'ai commencé ma médecine l'année d'après, 2-3 ans, enfin, en 2011. Puis, dans mes premiers mois de cours, on parlait de ben les affaires. On apprenait comment les échanges se faisaient au niveau des membranes cellulaires. Des trucs très, 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 très petits. Puis j'en revenais pas à quel point on parlait pas de l'essentiel, du gros, tu sais, de l'environnement dans lequel on évoluait, à quel point ce rapport-là, en fait, qui détaillait comment les changements climatiques venaient moduler de façon négative la santé, il était écrit comme la plus grande menace à la santé du 21e siècle, c'était écarté. Donc, ça a provoqué une immense réflexion, une remise en question de c'est quoi mon rôle comme médecin, c'est quoi la place, qu'est-ce qu'on veut amener, si on veut protéger, créer la santé, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis je me suis engagée à différentes échelles pendant de nombreuses années. Puis venu un temps où on a commencé à faire de la médecine clinique. Puis évidemment, ces questions-là sont restées. Et ce qu'on apprend quand on fait de la médecine clinique, c'est que la santé est très intime. Quand on est dans le bureau, c'est du 1 à 1, on est avec un patient ou une famille, mais c'est une échelle très individuelle. Puis rapidement, en fait, j'ai quand même réalisé que malgré à quel point c'est beau ce qu'on fait, puis à quel point on peut célébrer les avancées technologiques en médecine, ou à quel point on réussit de plus en plus à cerner certains traitements contre le cancer ou contre des maladies graves, ben souvent, on se pose pas adéquatement les questions comme société sur qu'est-ce qui nous rend malade. Puis lorsqu'on regarde les données, ben ce qui nous rend malade, c'est une accumulation de certaines conditions, d'éléments, mais surtout l'environnement dans lequel on évolue. Puis cet environnement-là, ben on le pollue, on le détruit tranquillement, puis c'est pas sans impact sur notre santé, puis c'est ce qu'on commence à avoir de façon beaucoup plus fréquente qu'avant. Au printemps, c'est les inondations, l'été, c'est la chaleur, les feux de forêt, il y a des allergies maintenant presque quasiment toute l'année. Il y a des infections qui se propagent, comme la maladie de Lyme, entre autres. Et c'est ces éléments-là, en fait, qui, moi, comme médecin, concrètement, dans mon quotidien, dans le bureau, à la clinique, j'ai très peu d'emprise. Puis l'engagement écologique donne un sens beaucoup plus grand à ce que je peux faire pour être vraiment, à mes yeux, à moi, porter la santé pour mes patients. Oui, je pense que tu le remplis magnifiquement, ce rôle-là. Merci, d'ailleurs. C'est quoi les facteurs pour lesquels les corrélations sont plus difficiles à envisager dans l'imaginaire collectif quand on parle des liens entre la santé et l'environnement? En fait, je pense que c'est la magnitude de la chose, parce que lorsqu'on étudie cette question-là, les liens sont nombreux et sont complexes. Puis je pense qu'on a parfois de la misère à saisir les notions de complexité et d'incertitude. Puis ça nous ralentit souvent dans l'action, parce que si on n'est pas convaincu de quelque chose, si on n'est pas
100% certain. Des fois, on se dit, peut-être que je le ferai pas. Puis je pense que c'est cet élément-là, parce que quand on regarde la crise écologique, il y a la question des changements climatiques dont les impacts sur la santé sont multiples. Les changements climatiques, c'est vraiment des amplificateurs de risques, que ce soit au niveau de la chaleur, des feux de forêt, des allergies, des infections, on parle d'insécurité alimentaire, de migration, de déplacement de population, d'éco-émotions. Lorsqu'on prend la catégorie pollution, c'est une autre grande catégorie. La pollution atmosphérique, c'est une des plus grandes causes de décès prématurés à travers le monde. Et là, on n'a même pas abordé les questions de biodiversité dont la science commence à peine à effleurer concrètement quels sont les impacts sur la santé. Oui. On parle d'un effet protecteur d'une biodiversité saine, et donc, si la biodiversité n'est pas saine, on perd l'effet de protection. Et ces éléments-là, chacun des éléments sont complexes, mais ont des interactions les uns avec les autres, ce qui rend encore plus difficile l'étude. Et c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu dans cet ouvrage-là, c'est de les résumer de façon accessible pour qu'on puisse se saisir de ces liens en cascade pour être capable de faciliter l'action. Parce que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'agir pour protéger la santé dans un environnement qui change. Mais je pense que c'est à quel point c'est complexe cette question-là. Puis on est un petit peu pris avec ça. Si on a une solution trop simple à un problème complexe, généralement, c'est pas la bonne solution. C'est qu'il n'y a pas de solution unique, mais je pense qu'il y a des solutions. Et pour se saisir de ces solutions-là, il faut être capable d'avoir un portrait assez global de la question. Définitivement. Et comme tu viens de l'exprimer, tu parles pas uniquement de médecine ou de santé physique dans ton livre, tu englobes la multitude de facteurs et de secteurs qui sont interreliés, allant des changements sociétaux au régime alimentaire, en passant par la communication climatique même, de notre dépendance aux énergies fossiles, pour nommer juste ceux-là, pour n'en nommer que quelques-uns, d'où l'idée de la santé planétaire qui englobe tout ça. Comment cette vision-là, elle est accueillie par tes pairs du domaine médical? Est-ce que tu sens une accessibilité? En fait, très favorablement depuis quelques années. Alors, moi, j'ai vu un grand changement dans les derniers 5-6 ans. Faut comprendre que le concept de santé planétaire est né dans le monde anglo-saxon il y a à peine une dizaine d'années suite à des travaux d'une commission associée à la revue médicale de l'ANSET. Et donc, c'est un mouvement assez récent, mais ça s'est rapidement implanté dans certaines grandes universités, facultés de médecine à travers le monde, notamment Hopkins, Harvard, quelques universités anglaises. Et on a commencé à avoir rapidement de la littérature sur l'importance de l'éducation médicale sur les enjeux de santé planétaire. Et donc, on a une bonne base scientifique sur laquelle s'appuyer, et ce qui fait que des universités québécoises comme l'Université de Montréal, avec laquelle où je travaille, en fait, on a maintenant réformé un peu le curriculum offert à tous les étudiants en médecine avec l'espoir éventuellement de transposer aux autres programmes d'études dans la faculté. Mais tous les étudiants en médecine qui vont sortir dans les prochaines années de notre programme vont avoir une formation intégrée, transversale sur les questions de santé planétaire. Et on se rend compte, en fait, on voit même le Collège des médecins du Québec qui en a fait, qui l'a intégré dans un de ses comités d'action sur la responsabilité sociale, qui a pris des positions récemment dans les dernières années sur les questions environnementales. Donc, on le voit dans les organes de santé un petit peu ici et là. Il manque peut-être un peu d'impulsion au ministère de la Santé et des Services sociaux, mais à travers les collègues, on voit que de plus en plus, il y a un sentiment d'action qui est là. Puis on se rend compte notre pouvoir d'action est souvent dans les soins. Donc, j'ai de plus en plus de collègues qui travaillent dans leur département, dans leurs hôpitaux, dans leurs cliniques, à transformer leurs pratiques médicales pour avoir des pratiques qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement, tout en améliorant la qualité des soins. Ce qui est merveilleux parce que souvent, ça va partir justement du terrain pour ensuite aller vers les instances gouvernementales, par exemple. Et on peut se demander justement, tu cites entre autres le rapport du GIEC qui en parlait déjà en 2001, The Lancet en 2009, mais avant ça, je veux dire, même en 1979, là, avec le Club de Rome qui avait eu un rapport qui prédisait tous les dérèglements climatiques à venir. On se demande pourquoi encore en 2025, il n'y a pas davantage de pas qui sont faits en ce sens de la part des gouvernements. Pourquoi c'est pas considéré? Mais je pense quand même qu'il y a une progression. On trace, je pense qu'on l'a fait dans les dernières années au Québec, des nouveaux seuils de qu'est-ce qu'on juge inacceptable. Je pense qu'on l'a vu avec la fonderie Horn quand même si le gouvernement a pris pas nécessairement les bonnes des décisions qui suivaient la population, mais je sens que dans la population, on commence à tracer des lignes qu'on n'aurait peut-être pas vues dans les années antérieures. Avec Stablex, dans les dernières semaines, je pense qu'on a tracé une nouvelle ligne. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même
il y a une évolution dans notre compréhension collective de ces questions-là. Après, il faut que ça se reflète au niveau gouvernemental, mais c'est une hypothèse que je soumets dans le livre, mais je pense qu'il y a une composante, c'est qu'on ne voit pas concrètement les impacts sur notre santé, puis ces éléments-là font pas partie de la conversation à la hauteur qu'elle devrait. Quand on pense qu'on pourrait encore augmenter notre production de pétrole pour l'avenir, parce que ça va être bon pour l'économie, on calcule pas à ça les coûts pour la santé, de la pollution atmosphérique ou liés aux émissions de gaz à effet de serre qui vont en résulter, qui pourraient avoir des impacts sur leur santé. Et lorsqu'on intègre ces éléments-là, finalement, on se rend compte que les politiques qu'on vend comme étant super avantageuses sont pas rentables du tout. Mais on n'a pas encore le réflexe de faire ces calculs-là. Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est simplement de l'oubli? C'est peut-être encore une question qui est dans l'angle mort. Mais c'est ce que je veux essayer de changer en essayant de ramener un peu cette conversation-là sur les questions climatiques comme une question de santé. Parce que s'il y a quelque chose d'universel sur lequel tout le monde s'entend, c'est bien la santé. Absolument. La santé personnelle, la santé de nos proches. On se la souhaite à chaque nouvel an, à chaque Noël, à chaque anniversaire. Tu sais, c'est quelque chose qui nous est très précieux. Mais si on veut la protéger, pour moi, ça va de pair avec la protection de l'environnement. Et pour le Jour de la Terre, aujourd'hui et tous les autres jours, évidemment, mais plus particulièrement aujourd'hui, de quelle manière souhaiterais-tu interpeller la communauté par rapport à ces enjeux-là? De se reconnecter avec la nature, je pense que c'est un des plus beaux gestes qu'on peut faire. Non seulement on sait que les gens qui passent plus de temps en nature ont tendance à vouloir plus la protéger, mais être en nature, c'est bon pour notre santé. Ça nous apaise, ça réduit notre tension, ça abaisse notre tension artérielle, ça diminue notre hormone du stress, puis ça nous permet d'être dans le moment présent puis de voir le beau qui est autour de nous, puis de se laisser émerveiller par ça. Je pense que c'est une des clés pour le futur, c'est de se permettre de se donner la chance de s'émerveiller de ce qui nous entoure, ce qu'on oublie parfois un peu de faire dans notre monde qui va très, très vite, qui est beaucoup axé sur la performance, sur la productivité, mais de se permettre de ralentir un petit peu puis de se laisser émerveiller par, un peu comme les enfants le font, avec un tout puis un rien. Pour moi, ça fait partie de la clé du changement. Merci Claudel. Je vais me permettre une citation de ton livre tirée de l'introduction pour terminer cette entrevue. À mes yeux, bien que des décisions difficiles, déchirantes nous attendent, cela reste un des plus beaux défis que nous devons relever collectivement. Nous pouvons envisager, créer, construire un monde plus juste, plus équitable, plus respectueux de la nature, mais surtout un monde en meilleure santé. Que l'on s'en serve comme tremplin pour accomplir du beau et rassembler les forces vives de nos sociétés. Un immense merci, Claudel Pétrin-Desrosiers, pour cette entrevue, mais aussi cet ouvrage qui, je l'espère, se retrouvera entre les mains d'un maximum de personnes. Achetez-le, offrez-le, définitivement. Un grand merci, Claudel. Merci, Maud. Bonne journée. Une excellente journée à toi.